Maintenant, on va passer à la communication d'Emiliane Pepi. Les titres pour le moment est Entre amélioration et approbation de la nature, la sylviculture, une autre science amable, avec un point d'interrogation. Et donc, Emiliane Pepi est professeure d'histoire moderne à l'Université des Savoie-Mont-Blanc. Elle est l'autrice des livres qui est issu de sa thèse s'intitule Les montagnes sacrées, montagnes profanes, les territoires de la Grande Chartreuse, 6e, 18e siècle. Et après, un autre texte qui répond à les recherches plus récentes, que les recherches actuelles portent sur l'histoire des savoirs et d'imaginerie sur l'environnement, en particulier à travers des rapports des sociétés au monde végétal du XVIIe siècle au XIXe siècle. Et je peux citer La ville végétale, déjà dit beaucoup, Histoire de la nature au milieu urbain. Mais elle a travaillé beaucoup aussi, et je pense, sur deux points, je voulais souligner. D'un côté, la relation entre l'histoire environnementale et l'histoire culturelle. Elle a participé récemment, publié récemment, Revue d'histoire culturelle, une table ronde autour de l'histoire environnementale et l'histoire culturelle, avec un point d'interrogation. On va voir s'il nous dira quelque chose aussi dans ses communications. Et après, elle a travaillé beaucoup sur l'acclimatation, mais aussi sur les femmes face à la connaissance des natures végétales, donc question résistance des savoirs vernaculaires. Et c'est encore un autre volet de sa recherche. Donc merci beaucoup et à toi la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, ainsi qu'à toute l'équipe pour l'organisation de ce colloque. Je souhaitais aujourd'hui partager quelques réflexions sur la sylviculture dans la poursuite d'un certain nombre de travaux qui m'occupent actuellement, en ayant remarqué que lorsque l'on parle de sylviculture, en général une vulgate se fait jour, suivant laquelle la sylviculture serait une science apparue au XIXe siècle, entre les années 1830 et les années 1840, fondée sur un modèle germanique de mathématisation afin d'optimiser les rendements forestiers. Et en projetant cette définition sur mes propres travaux sur la culture des arbres et sur les arbres plus largement au XVIIIe siècle, je me suis demandé dans quelle mesure on ne pourrait pas essayer d'étendre ces réflexions sur la culture des arbres sur la période antérieure, en soulignant que bien évidemment l'historiographie récente incite à approfondir les relations entre les sociétés anciennes et le vivant animal, comme on vient de le voir avec la présentation précédente, ainsi que le vivant végétal. Lorsqu'on parle de sylviculture, on parle bien évidemment de bois, et le bois fait partie des ressources les plus cruciales pour les sociétés anciennes. Il est le béton, le ciment et le pétrole de l'époque, comme dirait Jérôme Buridan. Depuis le XVIe siècle, se fait jour assez largement en Europe occidentale une véritable angoisse relative au risque de pénurie de bois. Pour les contemporains, cela signifie que l'on craint une disette de bois ou on craint un dépérissement des bois, une dégradation des forêts. Les travaux de Paul Ward sur l'espèce germanique ont bien montré que des parades avaient été adoptées à l'échelle des différents États en Europe, et ce, dès la fin de la période médiévale, avec des mesures réglementaires qui ont pour objectif d'orchestrer une conservation des forêts. L'idée étant de garantir la perpétuation d'une ressource dans le temps, afin de garantir une production stratégique de bois d'œuvre en particulier, du point de vue de la puissance publique. Le cas du Royaume de France est intéressant dans la mesure où, en dépit de l'empilement de mesures réglementaires depuis le XIVe siècle, et malgré les efforts qui ont été opérés dans la deuxième moitié du XVIIe siècle pour compiler toutes ces lois, pour les mettre en ordre, je pense bien évidemment à l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, il se trouve que, du point de vue des observateurs contemporains, le renouvellement de la ressource, sa régénération, semble ne plus se faire. Et à la fin du XVIIe siècle, les observateurs, comme les intendants par exemple, commencent à redouter les vides, les espaces vides qui se créent dans les forêts. Ces cris d'alarme sont pris suffisamment au sérieux pour les observateurs, par les milieux de gouvernement,
si bien qu'en 1721, l'académicien Réaumur se voit commander une enquête sur l'état des bois et forêts du royaume, et suite à cette enquête, il préconise la poursuite de recherches plus approfondies afin de voir comment on pourrait améliorer à la fois la quantité mais aussi la qualité des bois produits. Une dizaine d'années plus tard, il revient à Georges-Louis Leclerc de Buffon, dont il vient d'être question, ainsi qu'à Louis-Henri Duhamel du Monceau, de poursuivre ses recherches en adoptant une méthode expérimentale dans un contexte, encore une fois, marqué par ce sentiment d'urgence. Je souhaitais donc m'intéresser à ce moment où la forêt devient un objet de science, avec des académiciens qui font irruption sur la scène des spécialistes des arbres. Et je choisis de faire porter l'étude sur une période qui est antérieure à 1792, avant la fin de l'Ancien Régime, parce qu'ensuite, un certain nombre de logiques se modifient. Si l'on veut être strict, méthodologiquement parlant, le terme de sylviculture n'apparaît dans la langue française qu'en 1835. Donc, cela peut sembler anachronique que de l'employer pour le XVIIIe siècle. Remarquons néanmoins qu'en latin, on trouve un ouvrage qui s'intitule Sylvicultura Economica, un ouvrage de 1713 de Hans Karl von Carlowitz, qui travaille pour l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste Ier. Et plusieurs éditions de l'ordonnance des eaux et forêts évoquent cet ouvrage, mais ne traduisent pas sylvicultura, elles parlent de culture des bois. Donc, on va convenir que, par commodité de langage, on peut faire le choix dans cette communication d'employer le terme de sylviculture, même s'il est un petit peu anachronique. Cela permet en tout cas de mettre en évidence le fait que le XVIIIe siècle est une période où la production de connaissances sur les forêts s'accroît de manière importante, comme en témoigne l'abondante littérature forestière. Une science forestière vient se surimposer à l'art forestier, sans toutefois s'y substituer complètement. On ne saurait trop insister sur le fait que la forêt reste largement exploitée par des gens de métier, qu'il s'agisse de bûcherons, de marchands de bois, d'artisans qui fabriquent des objets, etc., qui interviennent à différents stades de la production à partir de matériaux bois, et plus on rentre dans une transformation experte des matériaux, plus on retrouve une culture du secret. J'en veux pour preuve l'exemple de la charpenterie de marine, des gens qui sont surnommés les gens de la hache. La sylviculture savante apparaît au XVIIIe siècle comme une science en devenir, avec différents experts, soit membres directement de l'Académie royale des sciences, soit correspondants ou ayant des liens scientifiques. Ces acteurs se mettant en avant, étant très visibles dans le champ, avec pour objectif, tout en disposant du soutien de l'État, une réponse à apporter à la crise forestière, c'est-à-dire remédier à ce dépérissement des forêts, à ce risque de disette des bois. Pourquoi ai-je choisi ce titre un petit peu étrange de sylviculture, science aimable ? Simplement pour faire un clin d'œil à la botanique, puisque la sylviculture pourrait apparaître comme un champ d'application de la science botanique qui est qualifiée de science aimable, tant elle jouit des faveurs du public éclairé au XVIIIe siècle, qui peut la pratiquer au titre de divertissement. La sylviculture, en tout cas, présente des enjeux plus profonds dans la société de ce temps. Elle intéresse des propriétaires qui sont séduits par la perspective de rentabilisation de leur domaine dans un contexte d'augmentation forte du prix du bois. Ces propriétaires pouvant, au demeurant, être aussi intéressés par la dimension récréative que peut présenter la culture de bois, j'utilise le mot exotique entre guillemets. En effet, la sylviculture se nourrit des expériences de plantation coloniale, des expériences d'acclimatation, avec un certain nombre d'idées en faveur de la naturalisation d'arbres forestiers étrangers pour renouveler les couverts forestiers du Royaume de France. Et c'est en cela que la sylviculture présente des connexions avec les logiques impériales. Je montrerai d'abord que la sylviculture peut être considérée comme un observatoire des logiques d'appropriation de la nature. On est en effet à un moment de transition entre une logique publique de la gestion forestière et une logique d'exploitation privée.
C'est bien l'ordonnance des eaux et forêts qui reste en vigueur en France jusqu'à la Révolution, et elle s'apparente à un code de gestion des milieux, un code de police rurale, qui permet une conservation plutôt défensive des forêts, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas forcément sur la recrue des arbres, l'idée étant que la nature se suffit à elle-même, que les parcelles se renouvelleront d'elles-mêmes à l'infini si on empêche un certain nombre de causes de la dégradation des forêts, comme l'irruption d'humains délinquants ou de bétail malfaisant et autres prédateurs qui peuvent s'attaquer au bois. Il y a donc tout un arsenal réglementaire qui est prévu contre ces différents abus, moyennant quoi on pense pouvoir maintenir les équilibres. L'ordonnance des eaux et forêts reflète la conception d'une forêt stratégique au service de la puissance de l'État, avec deux objectifs principaux, la fourniture de bois de marine d'une part, et d'autre part l'augmentation des revenus du domaine du roi par l'exploitation du revenu des forêts royales. On est là dans une approche juridique du modèle de gestion des forêts qui fait l'originalité du modèle français, et de fait, tout un pan de la littérature forestière est constitué de traités de jurisprudence. Quant à l'administration des eaux et forêts, elle reste aux mains de juristes de formation, du moins ceux qui occupent les postes les plus élevés, ce sont des officiers qui ont acheté leur charge, et avec leur personnel de terrain, leur première mission, c'est de faire en sorte d'appliquer les règlements de l'ordonnance. On remarquera néanmoins, et j'en reparlerai, que des profils plus techniques se font jour dans les premières décennies du XVIIIe siècle. En matière de sylviculture, les deux auteurs phares dans la France des Lumières, ce ne sont pas des gens des eaux et forêts, mais des savants auxquels le ministre de la Marine Maurepas a mis le pied à l'étrier en les chargeant au début des années 1730 d'appliquer des méthodes scientifiques pour étudier les bois et les forêts, comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle l'économie naturelle, autrement dit le fonctionnement du vivant végétal, et remédier aux problèmes que l'on a cités. Leurs expériences sylvicoles sont menées à bien à l'échelle de domaines privés. Il a été question de Montbard tout à l'heure pour Buffon. Quant à Duhamel du Monceau, il mène à bien différentes expériences dans son domaine de Denainvilliers, qui se situe non loin d'Orléans. On notera que ces deux savants jouissent d'une protection étroite du ministre de la Marine, ce qui leur permet d'échapper au règlement de l'ordonnance, même si Buffon a pu être inquiété pour certaines expériences qui impliquait un écorçage des chênes, donc portait atteinte au corps de l'arbre, ce qui était quelque chose de prohibé par l'ordonnance des eaux et forêts. Par la suite, Buffon constate que cette rigidité des règlements freine l'innovation. Les travaux de Buffon et Duhamel du Monceau participent à la diffusion d'un modèle d'étude du vivant qui est centré sur l'échelle du domaine expérimental. Ce domaine est aux mains d'un propriétaire, qui peut être un particulier, qui peut être aussi un représentant de la puissance publique, et il s'agit de conjuguer le bien commun et l'intérêt particulier dans la mise en œuvre de recherches. Par exemple, Buffon, loin d'être seulement un savant naturaliste, est aussi un grand propriétaire terrien, un propriétaire de forge, et il a tout intérêt, bien évidemment, à optimiser le rendement de ses bois en faisant en sorte de résoudre tous les problèmes forestiers que l'on a cités. Avec Buffon, les questions qui sont posées visent à maximiser le rendement et la solidité des bois en minimisant le niveau d'investissement financier que doit apporter le propriétaire. Pour cela, Buffon se fonde sur l'observation de dynamiques naturelles, telles que le gel, le vent ou encore l'action des oiseaux, de manière à guider l'action humaine. Dès les années 1730, les questions qu'il se pose sont des questions qui mettent la sylviculture au service des intérêts des propriétaires terriens. Comment améliorer la qualité de son bois de construction pour le vendre plus cher? Comment choisir le terrain qui donnera le bois de la meilleure qualité possible? Quelle est la manière la plus profitable de couper les taillis? Comment éviter les problèmes que peut causer la gelée, etc. Un des grands objectifs de Buffon consiste à définir un optimum productif, autrement dit un âge idéal, auquel il faut couper les arbres. Avant, c'est trop tôt, ce n'est pas rentable. Après, c'est trop tard, ils dépérissent. Et pour cela, Buffon emploie des méthodes expérimentales et travaille à une mathématisation
À travers un certain nombre d'expériences sur les végétaux qui sont ici récapitulées, on notera toutefois que cette mathématisation des productions de la nature n'est pas incompatible avec diverses réflexions que poursuit Buffon sur le vivant. Sur la diapositive sont évoquées diverses expériences qui donnent lieu à la formulation d'hypothèses mathématiques, dans l'idée de formuler des lois mathématiques. C'est le cas d'expériences sur la résistance des bois ou encore sur de la constitution de tables de croissance qui permettent de voir quand il est le plus opportun de couper des arbres. Outre ces questions d'exploitation forestière, Buffon s'intéresse à l'arbre vivant et recherche des méthodes pour permettre d'éviter les dépérissements, de combler les vides dans les forêts. Par exemple, il remarque l'intérêt de suivre les oiseaux, de repérer la manière dont ils dispersent naturellement les graines, afin de rendre plus efficace l'action humaine visant au renouvellement de la ressource. Autrement dit, la recherche mathématique sur les bois n'est pas incompatible avec une autre approche, un effort de compréhension de l'économie de la nature. Il ne s'agit pas de forcer la nature, il ne s'agit pas d'aller contre la nature, mais il s'agit de faire avec. Donc cette sylviculture buffonienne, fondée sur l'observation, vise à accompagner la nature. Les travaux de Buffon sont restés relativement confidentiels au vu de sa grande œuvre, qui a un petit peu éclipsé tout le reste, y compris son début de carrière. Et la vulgarisation des questions sylvicoles revient à Duhamel du Monceau, dont le nom est passé à la postérité comme expert des arbres et des forêts. Au moment même où Duhamel du Monceau s'attelle à regrouper ses notes pour publier son traité des forêts, il est intéressant de remarquer un tournant technique dans l'administration des eaux et forêts. Nous sommes aux alentours de la décennie 1750 et dans un certain nombre de maîtrises en France, qui sont ces circonscriptions d'administration forestière. Des innovations sylvicoles sont expérimentées de manière pionnière. On peut donner l'exemple en Normandie de la maîtrise de Rouen, où on expérimente de nouvelles espèces végétales pour essayer de combler les vides de la forêt de Rouvray. Duhamel du Monceau s'est efforcé de réfléchir à ces questions et donc dans la communication scientifique, on tente de visualiser ces vides forestiers qui correspondent à ces patchs, entre guillemets, sur le haut du PowerPoint. Avec Duhamel du Monceau, on se trouve sur une sylviculture savante qui intègre des réflexions venues du terrain. Autrement dit, la sylviculture savante entre en dialogue avec la sylviculture des praticiens, malgré de potentiels désaccords sur des points techniques. Duhamel du Monceau a la particularité de conférer à la sylviculture un visage un petit peu différent de celui de Buffon, même si tous deux ont travaillé ensemble au début de leur carrière. En effet, l'œuvre de Duhamel du Monceau est marquée par le fort attachement à l'agronomie. Il est un traducteur de Jesro Tull, agronome anglais, et dans son traité de la culture des terres, qui est publié entre 1750 et 1756, non seulement il traduit Tull, mais il apporte ses propres expériences sur les questions agricoles. Pour Duhamel du Monceau, il est possible de cultiver tous les sols, quelle que soit leur qualité, à condition de les avoir suffisamment observer leur qualité, leur composition physique et également la nature du climat dans lequel ils se trouvent. Le traité des forêts de Duhamel du Monceau est composé de 5 volumes publiés entre 1755 et 1767 qui ont pour objectif de présenter un état des connaissances sur l'arbre avec un éventail très varié de matières qui sont abordées. Cela va de la botanique à la sylviculture, en passant par la physiologie, l'analyse du bois matériau, ou encore des questions économiques sur le fonctionnement du système agro-sylvo-pastoral. Et en cela, l'auteur répond à une commande du gouvernement monarchique, désireux d'éclairer la prise de décision publique. Pour Duhamel du Monceau, il est essentiel de disséminer les savoirs agricoles
de disséminer les savoirs relatifs à la sylviculture afin de renouveler les pratiques de culture, qu'elles soient celles de l'agronome ou qu'elles soient celles du sylviculteur. Et il est particulièrement attaché à une possible remédiation à la crise forestière que je citais, sous forme de plantation. Donc un de ses objectifs consiste à susciter chez ses contemporains le goût des plantations, même si elles sont récréatives. Il pense qu'elles contribueront à diversifier les peuplements végétaux dans le royaume de France. Et c'est en cela que l'on peut postuler que la sylviculture présente une dimension aimable. D'ailleurs, les ornements du traité des forêts de Duhamel du Monceau en témoignent. J'ai montré plusieurs frontispices, mais celui-ci est absolument éclairant, je trouve, du propos. Duhamel du Monceau a à cœur de s'adresser à tous, aussi bien des gens de métier que des gens des eaux et forêts, mais aussi des propriétaires, et il rencontre de fait son public. En effet, à cette époque, le discours des physiocrates aiguise le désir des propriétaires fonciers de pouvoir cultiver à leur guise leurs terres et leurs forêts, en étant débarrassés à la fois des contraintes communautaires et du regard encombrant des administrations royales, comme celle des eaux et forêts. Par ailleurs, chez les élites sociales, le goût pour la sylviculture se situe dans le prolongement du goût plus général pour la botanique, mais aussi pour l'arboriculture savante. Florent Kelly a bien montré, pour le XVIIe siècle, à quel point l'arboriculture fruitière faisait partie des loisirs des élites, au point de connaître divers perfectionnements. Au XVIIIe siècle, la culture des arbres forestiers intègre les loisirs récréatifs des plus fortunés, en joignant l'utile et l'agréable, et en conjuguant science et art, ce qui, à mon avis, est une dimension intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au tournant des années 1760, se fait jour en France une mode pour les jardins pittoresques, qui peuvent être dits à l'anglaise, anglo-chinois, etc., et qui, surtout, prennent la forme de jardins d'arbres. Donc, dans ces jardins, on attend des paysages qui laissent une grande place aux espèces d'arbres rares, et notamment aux arbres étrangers. Et ce collectionnisme participe à la diffusion de savoirs sylvicoles, même s'il s'applique à l'art des jardins. Donc il faut veiller à l'absence d'étanchéité entre les domaines, ce qui fait aussi une caractéristique des Lumières. Duhamel du Monceau, comme la plupart des savants de son temps, s'est constitué un vaste réseau qui est international et qui est particulièrement ouvert sur les mondes atlantiques. Donc lui aussi, comme Buffon, est un traducteur. Buffon a traduit Stephen Hales en 1727, Vegetable Statics, qui est un ouvrage qui regarde le fonctionnement physiologique des végétaux. Duhamel, quant à lui, a traduit Gesrotul et entretient des relations cordiales avec Miller, le fameux jardinier botaniste écossais. Par ailleurs, il a déployé un réseau de correspondants outre-Atlantique, du côté de l'Amérique française. Et esprit encyclopédique s'il en est, dans son traité des arbres et arbustes, il donne, lorsque les espèces s'y prêtent, des caractéristiques donc, botaniques, des caractéristiques relatives à la culture des arbres, aux méthodes de culture, mais aussi aux usages qu'en font les populations natives, en particulier d'Amérique du Nord. Donc on retrouve la curiosité pour l'ailleurs, avec néanmoins toutes les réserves que l'on peut émettre sur le plan de la présentation des populations en question, qui ici sont désignées comme sauvages. Les questions sylvicoles sont abordées dans les lieux de sociabilité savante des élites, les académies de province, les sociétés d'agriculture. Et une partie des travaux de ces amateurs est consacrée aux plantations artificielles, notamment lorsqu'elles sont jugées intéressantes pour convertir des espaces en friche, pour convertir des sols peu fertiles en espaces rentables. On travaille sur un certain nombre d'espèces utiles, comme les acacias, comme les pins. Pour quelques propriétaires éclairés, cela relève du loisir scientifique. Pour d'autres, on entre dans une réflexion économique plus poussée. Dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, l'expertise sylvicole s'est complexifiée. Elle est disputée entre les tenants de la sylviculture savante,
donc ces savants académiques dont je viens de parler, les officiers des eaux et forêts, qui pour certains font un travail technique et qui pour d'autres s'efforcent de défendre l'architecture réglementaire héritée de l'ordonnance des eaux et forêts, et entre en scène de nouveaux acteurs de la scène forestière, des professionnels, des entrepreneurs responsables de plantation, des marchands. Je donne un seul exemple, le sieur Panelier d'Anel, qui a pris en adjudication le repeuplement de la forêt de Compiègne durant la décennie 1770 et qui est un fervent contempteur du régime de la haute futée tel que préconisé par l'ordonnance. Donc lui verrait bien toutes les forêts traitées en taillis et coupées de manière plus régulière entre 20 et 40 ans. On pourrait penser qu'il s'agit là de débats obscurs qui n'intéressent que quelques professionnels, mais cette brochure de Panelier d'Anel circule dans un public large, elle est diffusée moyennant quelques sous, et elle a les honneurs des journaux. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les préoccupations autour de la disette de bois, autour de la ressource dont la cherté a augmenté, eh bien tout cela a fait basculer dans le débat public des questions qui auparavant relevaient soit d'administrateurs, soit de cénacles savants. Il y a aussi le fait que tout ce que les sociétés d'agriculture et les académies comptent d'esprit éclairés veillent à avoir leur avis sur la meilleure manière de gérer les forêts ou éventuellement de les régénérer. Et donc, comme l'ont montré plusieurs travaux récents sur le sujet, les questions sylvicoles, les questions relatives à la gestion forestière sont devenues une thématique incontournable et une thématique politique, un sujet écologique, comme disent certains collègues environnementalistes au début du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc ce problème du dépérissement des forêts est sous toutes les plumes à partir de la décennie 1770. Les donneurs d'avis se nourrissent d'un répertoire d'idées qui existe depuis le XVIIe siècle et qui tend à attribuer le dépérissement des bois à des facteurs qui seraient exclusivement anthropiques, donc soit le méfait des usagers qui volent le bois, soit le luxe qui conduit à consommer trop de bois dans les cheminées de pièces devenues trop nombreuses. Et progressivement, on en vient à critiquer l'inaction de l'État et l'administration des eaux et forêts se retrouve au premier plan de ces critiques. Donc les 3 dernières années de l'Ancien Régime conduisent les officiers des eaux et forêts à adopter une stratégie défensive pour rappeler la qualité de leur action. Je lance simplement une perche pour les questions en soulignant que si l'on regarde sur le terrain colonial, l'ordonnance des eaux et forêts est loin d'être un repoussoir pour les administrateurs. Au contraire, ils cherchent à la faire appliquer en constatant la dégradation accélérée des couverts forestiers sous l'effet de l'économie de plantation et les conséquences que cela peut avoir, notamment en matière d'érosion des sols. Donc il ne faudrait pas penser que le régime juridique de l'ordonnance des forêts est systématiquement critiqué. Les choses sont quand même plus complexes que cela. Pour conclure mon propos, la sylviculture au XIXe siècle est sans doute inspirée par certains aspects de réflexion de forestiers allemands, mais il n'en reste pas moins qu'il existe des réflexions sylvicoles en France, non seulement dans le royaume métropolitain, mais aussi, on pourra y revenir dans les questions, dans les colonies. Cette sylviculture française a été marquée par un certain nombre d'académiciens, Réaumur, Buffon et surtout Duhamel du Monceau. Duhamel du Monceau dont l'œuvre a une postérité incomparable, puisqu'il a des continuateurs, j'ai envie de dire, de son vivant, notamment son neveu Fougeroux de Bondaroy, ou encore Malesherbes, qui, avant d'être exécuté en 1794, avait entrepris de lancer une réédition des travaux de Duhamel du Monceau, intégrant les nouveaux apports de connaissances des 40 dernières années. Ces sylviculteurs académiciens regardent beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit du côté de l'Angleterre ou des Amériques. Ils prônent plutôt un interventionnisme forestier, en particulier en faisant intervenir des plantations artificielles qui permettraient idéalement de renouveler la ressource.
avec des stratégies d'acclimatation qui, pour certaines, se tiennent dans des domaines privés. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer Rambouillet, mais on pourra le faire dans la discussion. Il y a là une étude systématique des arbres étrangers qui serait susceptible d'enrichir le patrimoine végétal, et parfois cet intérêt pour les arbres utiles se complète d'aperçus sur l'usage qu'en font les populations natives d'autres continents. La sylviculture savante a ses experts académiques, et la question des rapports avec les savoirs vernaculaires et avec la pratique des gens de métier demeure une question très importante au siècle des Lumières. Je vous remercie pour votre attention, et donc on va pouvoir échanger, j'espère, à l'occasion du temps de questions.